Bonjour, midi sur la radio Futur Média, c'est l'heure du grand journal. Au sommaire, pèlerinage au lieu saint de l'islam, un mort dans le premier vol. Ici à Dakar, une dizaine de pèlerins sont bloqués au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor depuis plusieurs jours. Incendie d'un immeuble à Paris la semaine dernière. Les corps des 4 victimes sénégalaises arrivent mardi prochain à Dakar. Non, retransmission du procès du Sénat par la télévision tchadienne. Le consul du Tchad à Dakar a fait des précisions. C'est juste pour des raisons techniques, a dit Salah Mahmoud Ousmane, que vous entendrez dans ce journal. Grosse inquiétude des populations de Douai. Le niveau du fleuve Sénégal est très haut en ce moment. Les eaux de crue ont encerclé cette localité. L'actualité internationale, avec vous, Sohnana Tambay, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Les titres. En Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz, rattrapé par les réalités de son parti, au risque de perdre la face, il doit choisir un nouveau premier ministre au sein du PAIGC et Domingos Pereira figure en tête de liste. Au Burkina Faso, la liste des 14 candidats retenus pour la présidentielle a été publiée. Le scrutin du 11 octobre se fera sans les pro-Compaoré. À suivre l'actualité des sports avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Antoine. Jeux africains après une journée sans victoire pour les sportifs sénégalais hier. Les joueurs des équipes nationales de handball et les Lions du basket reprennent du service. Objectif gagné pour relancer la machine verte, jaune, rouge. CHAN 2016, les Mourabitoun au menu des Lions locaux ce dimanche au stade Léopold Sédar Senghor. Le Sénégal affronte la Mauritanie pour préparer le choc contre la Guinée-Conakry. Enfin, football en Europe après les dates FIFA. Place à la reprise des championnats. En France, le PSG reçoit l'équipe de Bordeaux. Critique média comme tous les vendredis avec Mohamed Talimouba. La police est loin de comment faire face à ces deux fléaux qui gangrènent la jeunesse. Point de vue, c'est vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pèlerinage au lieu saint de l'islam. Un pèlerin décédé dans le premier vol, c'est un Sénégalais bien sûr, c'est un pèlerin convoyé par la poste au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Une dizaine de pèlerins sont bloqués depuis quelques jours. Ils sont sans nourriture. Ils sont des vols 3, 4 et 5. Ces pèlerins sont sans nouvelles de la commission Seydina Ababakar Gueye lors de nos prochaines éditions. Matam, le nombre de morts du fait de noyade a augmenté en quelques jours. 4 victimes ont été enregistrées, ce qui porte le chiffre à 29 depuis le début de l'hivernage. La correspondance d'Ali Bandelian. La série noire se poursuit dans la région de Matam. Après l'enfant de 12 ans retrouvé mort dans les eaux du fleuve Sénégal à Dialpel dans la commune de Dabia, une autre victime a été recensée à Dendoudi. Il s'agit d'un jeune déficient mental de 23 ans dont le corps a été retrouvé flottant dans les eaux d'une mare. Le fleuve Sénégal, qui a grossi pour quitter son lit naturel, continue d'emporter des vies humaines dans la zone du Dandemayo. À Orefondé, un enfant de seulement 4 années a subi les conséquences de la négligence de sa propre maman pour se laisser emporter par le courant d'eau. La dernière victime, un enfant de 12 ans encore, retrouvé mort dans une mare aux alentours de la localité de Asdebala. 4 victimes en une semaine dans le département de Matam qui porte aujourd'hui le nombre de morts à 29 selon l'administration locale depuis le début de l'hivernage. Malgré les nombreuses sorties du gouverneur de région appelant les populations à plus de vigilance, le malheur continue et se poursuit dans cette région où le fleuve Sénégal a quitté son lit naturel pour aller remplir tous les plans d'eau disponibles dans la zone. Matam, Ali Bandelian, RFM. Une semaine après l'incendie d'un immeuble à Paris, les corps des 4 victimes sénégalaises sont attendus mardi prochain à Dakar. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la famille Tandian. Écoutons Digiba d'Anfaha avec Cher Sidoussila. La famille va laver le corps le lundi à 14h à l'Institut médico-légal. L'ambassadeur qui est chargé de rapatriement des corps au Sénégal va devoir les récupérer, les envoyer à l'aéroport pour être embarqués le lendemain à bord de cette branche en direction de Dakar. En tant que porte-parole de la famille Tandian, victime de l'incendie Kafirinira, je tiens à remercier tous les Sénégalais qui ont manifesté de loin et de près pour soutenir la famille. Et également le président de la République, son excellence Macky Sall. Les ordres qu'il a donnés, la direction qu'il a confiée aux services sociaux sénégalais sur place, je vous dire au Sénégal même, et en France ici, ordres qui ont été appliqués à l'annexe.
Vous venez donc d'entendre le porte-parole de la famille Talian, c'est sur l'incendie donc à Paris avec les 4 corps des Sénégalais donc qui sont attendus mardi prochain à Dakar. Procès 10 ans après, des avocats des victimes ont eu à déplorer le fait que les audiences ne soient plus diffusées par la télévision tchadienne. À son tour, le consul du Tchad à Dakar précise que des problèmes techniques ont fait que le procès n'a plus été retransmis. Écoutons Salah Mahmoud Ousmane. Il apporte ses précisions au téléphone de Seydou Nourouba. Pour la conférence en direct, il y avait un problème technique. Il n'arrive pas à retrouver le satellite à partir de Dakar. Donc, c'est ça qui pose un problème. Mais par contre, ils envoient des images de la journée en régime différé et que la RTS qui a l'exclusivité de la transmission dans la salle, et ils ont les cassettes de chaque fin de partie et dans ça au chat et c'est diffusé chaque soir lors des informations, le grand journal le soir. Non, c'est pas le traitement en direct parce qu'il y a un problème technique. J'ai dit que les techniciens s'attellent à retrouver le satellite pour le positionner. C'est un autre problème. Les images ils ont à partir de la RTS qui a l'exclusivité, mais ils doivent avoir le satellite pour se connecter avec ce que la RTS leur remet pour qu'ils puissent diffuser le signal et diffuser au calme. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à voir avec les pluies cette saison. C'est un peu difficile de faire en fait le satellite pour avoir ces informations. Après, notamment à Dakar, ils sont là au palais. Comment parle-t-on de plus RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance, RFM Antoine Diouf. Travailleurs de Direct Info étaient en sit-in ce matin devant les locaux de leur journal. La section Saint-Pix demande le départ de leur directeur général, Pape Diogoye Faye. Il rencontre d'énormes difficultés en ce moment. Écoutons Massayer Dia, c'est le secrétaire général de la section Saint-Pix de Direct Info. Il est joint par David Diouf. Nous sommes restés 2 mois sans salaire et que nous sommes partis le jour de la Korité sans un sou. Et le même scénario risque de se produire si rien n'est fait pour la Tabaski et la rentrée des classes. C'est pour cela que nous demandons au président directeur général, M. Cheikh Amar, de prendre toutes ses responsabilités afin de démettre Pape Diogoye Faye de ses fonctions de directeur général. Il a fini par mettre à genoux tout ce journal et il a montré ses limites. Il a montré devant tout le monde qu'il est un mauvais manager. Aujourd'hui, nous allons dérouler un plan d'action qui consiste à aller jusqu'à l'entreprise de Cheikh Amar TSE pour faire un sitting aussi là-bas pour exiger que Cheikh Amar nous reçoive le plus rapidement possible parce que Pape Diogoye Faye est en train de ternir son image. Massayer Dia était au téléphone de Germaine Anastasie Diouf. C'est un cri de détresse qu'ont lancé les populations de Doué. Cette localité de Podor, coincée entre le fleuve Sénégal et son affluent, est actuellement encerclée par les eaux de crue. C'est parce que le niveau du fleuve a atteint les 4,71 m. Pour se rendre à Podor, les habitants de Doué voyagent en pirogue. Correspondance à Lucénou Diagne. Le niveau du fleuve Sénégal et de ses affluents monte de jour en jour. Ce vendredi à 8 h, à l'échelle de Podor, il a atteint 4,71 m et en même temps grossit l'inquiétude des populations des villages riverains. Une situation durement ressentie à Doué, village coincé dans l'intersection formée par la rencontre du marigot du même nom et du fleuve Sénégal. Sortir de Doué pour aller à Podor, distance seulement de 9 km pour des consultations prénatales ou des accouchements. Au centre Ahmed Malik Gaye, les femmes doivent prendre la pirogue et débourser 1500 francs ou alors tout simplement traverser le fleuve Sénégal, puis à bord d'une charrette rallier Ngaoulé en Mauritanie avant de revenir au Sénégal et effectuer le reste du trajet à charrette pour un prix de 250 francs CFA. Une situation qui perdure depuis plusieurs années malgré les cris de détresse de l'Association pour le développement de Doué. Cette année encore, l'ADD a réitéré la vieille doléance relative à la construction de 2 pistes dans le cadre du vaste programme de désenclavement de l'île Amorphile. L'une partirait de Doué jusqu'à Podor en passant par Foléas, l'autre passerait par Fanaï pour rejoindre la nationale numéro 2. Selon Abdoulaye Sall, secrétaire général de l'ADD, c'est la seule solution pour désenclaver Doué. Doué aussi qui aspire à l'émergence. Richard Toll, Alboussérou Diagne, RFM. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Et il est 12h10 partout au Sénégal. La ville de Mbacké a renoué avec les coupures d'électricité.
Les ménages restent de longues heures sans courant, une situation qui favorise l'insécurité. Notre correspondant permanent à Mbacké Touba, Papa Balagui. C'est des plaintes et complaintes des populations mbackoises face aux coupures intempestives d'électricité. Des délestages de plusieurs heures que dénoncent bon nombre d'usagers à l'image de Khadim Ndiaye, menuisier ébéniste de son état. C'est beaucoup de désagréments et nous avons des commandes à livrer. En plus, nous avons des enfants et il fait chaud. Les ventilos doivent être allumés pour faire face à cette chaleur. Il nous faut du courant et en quantité. Le constat est le même chez ce boutiquier établi au quartier Table Tiabi de Mbacké. Une situation qui favorise l'insécurité avec les braquages notés ces derniers jours. Franchement, on a beaucoup de coupures ces derniers jours. C'est pas sûr et cela favorise l'insécurité. À certaines heures, on a peur et les malfaiteurs peuvent en profiter. Par endroits, l'approvisionnement se fait de manière rationnelle, mais ils craignent le pire à quelques jours de la Tabaski. Pour le on touche du bois, mais on souhaite que cela soit pérenne. Du côté de la Sénélec, aucune information n'a pu filtrer et nos tentatives d'entrer en contact avec eux sont restées vaines. Papa Balagui, Mbacké, Radio Futur Média. Le ministre de l'Énergie annonce l'électrification de 218 villages dans les toutes prochaines semaines. Thierno Alassane Sall fait également état d'un programme d'électrification qui va concerner l'ensemble des départements du pays. À Noto Diobas, dans la région de Thiès, le ministre de l'Énergie a été accueilli par des populations qui demandent l'électrification de 67 villages. De l'électricité, encore de l'électricité dans les villages, c'est la principale doléance exprimée par l'AS à l'endroit du ministre de l'Énergie Thierno Alassane Sall en visite dans cette localité. Sur les 67 villages que compte la collectivité locale, seule une dizaine est électrifiée. Cette dame, Yacine Sis, est leur porte-parole. Monsieur le ministre, nous souffrons énormément parce que nous n'avons pas d'électricité. Bon, vous savez, nous rentrons jusqu'à Babak, c'est à quelques kilomètres, dans l'obscurité. Il y a trop de vols de bétail dans ces villages. Le ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall, annonce un programme qui sera bientôt mis en œuvre et dont plusieurs centaines de villages seront électrifiés. Nous avons déjà un programme assez consistant d'électrification rurale. Au moment où je vous parle, un appel d'offres en cours pour 218 villages. Un programme plus conséquent va être mis en œuvre très incessamment. C'est un programme qui va toucher l'ensemble des départements du pays, qui ne s'arrêtera pas seulement dans un département. Et on a un minimum fixé par département, l'électrification par département de 30%. Ce qui permettra de dire que la plupart des préoccupations pourront être prises en compte d'ici les 2 ans à venir. Très active dans le commerce et transformation des produits locaux, les femmes du Diobas demandent un accompagnement soutenu des pouvoirs publics pour concrétiser toutes les idées de développement local. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À Louga, seuls 2 villages sur les 44 que compte la commune de Ndoyen sont électrifiés. Ici, il y a beaucoup de problèmes liés à l'accès à l'eau potable, à l'éducation et aux infrastructures routières. Entre autres, Ndoyen attend l'aide de l'État, Abdoulaye Sambou. Ndoyen, une commune située dans l'arrondissement de Darou-Moussi, département de Kébémer. Dans cette collectivité,
réaffirme aussi la demande pour dire que vraiment Ndoye fait partie des rares communes qui ne bénéficient pas de forage depuis sa création en 1976. Nous avons demandé aussi le désenclavement de certains villages, comme le village de Taïsir. Taïsir qui est un village qui a été créé par Serigne Mourou Kossine Bara. Donc c'est un village qui depuis des années demande à être désenclavé. L'éducation est aussi un souci pour le maire qui lance un appel au ministre de l'Éducation nationale. Nous avons un CEM qui a été créé depuis 2005, le CEM de Ndoyen. C'est un CEM qui n'a ni mur de culture, qui n'a pas de qui n'a même pas aussi de bloc administratif. Nous demandons la construction d'un bloc, l'équipement et l'électrification du CEM. Mais aussi les autres écoles, il y a seulement l'école Ndoyen qui est clôturée sur les 7 écoles qui comptent la commune. Dans cette partie de la région de Louga, les populations se déplacent difficilement à cause du manque d'infrastructures routières. Abdoulaye Sambou Louga, Radio Futur Média. En plus bref, une délégation du Front patriotique pour la défense de la République dans la banlieue dakaroise, conduite par Mamadou Diop Decroix et Oumar Sarr. La délégation rend visite aux populations sinistrées de la commune de Djeddah Thiaroye-Kao. Cette collectivité locale est victime des inondations. En ce moment, le Premier ministre est sérieux. Il préside une rencontre sur l'emploi des jeunes. Nous y reviendrons avec Salisso. L'actualité internationale. L'actualité internationale, Sofnana Tambayon démarre par la Guinée-Bissau. Le président est affaibli au sein de son propre parti et devant les institutions de la République. José Mario Vaz a choisi de se soumettre à la décision de la Cour suprême. Celle-ci a rejeté la nomination de Bassirou Dia comme nouveau Premier ministre. Il doit à présent consulter son parti, le PAIGC, pour qu'il lui propose un nom. Ironie du sort, selon les textes, c'est Simoes Domingos Pereira qui devait être proposé, mais selon son entourage, il pourrait s'effacer pour éviter une humiliation supplémentaire à José Mario Vaz. Parmi les potentiels remplaçants, Carlos Correa, Premier ministre à 3 reprises, âgé de 81 ans et actuel vice-président du PAIGC. Il y a également Khalifa Seydi, chef du groupe parlementaire du parti, et tous les deux sont des fidèles de Domingos Pereira. Gabon, le premier candidat déclaré à la présidentielle est connu, on en parlait déjà hier. Dieudonné Milama Mitongo se veut clair, son mouvement n'est ni de l'opposition ni du pouvoir. Il se présente comme un fils spirituel d'Andremba Obama. Yves Antonio Obrul. En route pour la course présidentielle au Gabon, Dieudonné Milama Mitongo est le premier à annoncer sa candidature. Il est le président de la Convention nationale de l'interposition. Le concerné déclare que sa formation politique n'appartient ni à l'opposition ni à la majorité républicaine. Ils font cavalier seul. Dieudonné Milama Mitongo, qui est aussi membre de la société civile, précise qu'il ne va pas promettre ciel et terre, mais au contraire, ils vont faire de leur mieux s'ils accèdent au pouvoir. Le premier candidat à la présidentielle gabonaise se considère comme un fils spirituel de l'opposant Andremba Obama, l'ancien secrétaire exécutif de l'Union nationale, décédé à Yaoundé au Cameroun le 12 avril dernier. Par ailleurs, des voix s'élèvent un peu partout pour appeler l'opposition à ne présenter qu'une candidature le jour J. Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, a accepté le principe des primaires, qui sera une nouveauté au Gabon. Jean Ping est candidat à la candidature. Récemment, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a invité la classe politique nationale à ouvrir un débat politique inclusif pour aplanir les divergences avant l'organisation des élections. Yvan Pugnogoula, Libreville, RFM. Burkina Faso, 14 candidats sont retenus pour la présidentielle du 11 octobre. Un scrutin qui se fera sans les proches de Blaise Compaoré, Djibril Batolé, ancien ministre des Affaires étrangères, et l'ancien ministre des Sports et Loisirs Yacouba Ouedraogo ont été écartés de la course. Ils doivent leur isolement à la loi votée en avril et rendant inéligibles tous ceux qui ont soutenu un changement inconstitutionnel. Le Conseil constitutionnel leur reproche d'avoir participé au Conseil des ministres ayant adopté le projet de loi de révision de la Constitution qui devait permettre à Compaoré de rester au pouvoir. Et sachez que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Roch-Marc Christian Kaboré, ancien Premier ministre, et Zéphirin Diabrey, leader de l'opposition du temps de Blaise Compaoré, sont définis comme les principaux favoris. Parlons maintenant du Burundi, où le chef d'état-major de l'armée échappe à une tentative d'assassinat. Le convoi du général Prime Niyongabo, victime d'une attaque ce vendredi,
7 personnes ont perdu la vie durant l'assaut, dont 2 présumés coupables. Germaine Anastasie Diouf. L'information vient de sources policières. Le général Godefroy Bizimana, le directeur adjoint de la police burundaise, a affirmé que 2 des assaillants ont été tués et un 3e capturé. Selon la même source, le chef d'état-major des armées est sorti de cette embuscade sain et sauf. Le général Prima Yongabo a encore échappé à un piège contre son convoi à Bujumbura. Un haut gradé de la police a déclaré que les assaillants étaient vêtus de tenues militaires. Ils circulaient dans un véhicule de l'armée depuis lequel ils ont ouvert le feu sur le véhicule du général. Ils ont aussi ouvert le feu sur son escorte qui a conduit à la mort de 4 militaires et d'une policière. Le général Bizimana dit que la police est en train de traquer le reste du commando. Par ailleurs, le général Nyongabo est considéré comme un dur du régime burundais. Il a notamment contribué à la mise en échec de la tentative de coup d'État militaire des 13 et 14 mai dernier au Burundi. Un ancien chef du service national des renseignements, le général Adolphe Tsimirimana, a péri dans une embuscade similaire tendue par des hommes en uniforme militaire en août dernier. Germaine Anastasie Diouf, et voilà Antoine, c'est tout pour l'actualité hors du Sénégal. Merci Sornanata. Critique Média. Regard critique sur l'actualité dans les médias. Presse écrite, parlée, audiovisuel, Internet. Critique Média, Mohamed Talimouba. Bienvenue. Les Wartakhalat, ou émission interactive pour la promotion de la liberté d'expression, mur de lamentation, d'auditeurs qui ont envie de partager des expériences utiles à la société, ou simple tribune pour politiciens encagoulés en mal de promotion. Beaucoup pensent en tout cas que l'idée de base qui sous-tendait le concept a été largement dévoyée. Bonjour Maodo Faye, vous êtes animateur d'une émission interactive à Sud FM. On vous accuse souvent de laisser un groupe d'auditeurs dévoyer ces émissions interactives. Que répondez-vous? L'émission interactive appelée communément Wartakhalat est dévoyée. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a les politiques derrière ceux qui appellent. Vous avez bien compris que lors des élections de 2012, il y a eu un groupe qui avait été financé par le pouvoir qui était là. Mais au-delà, Maodo, c'est surtout l'attitude des animateurs qui est mise en cause. On dit que vous ne recadrez pas de question de relance. Absolument. En ce qui me concerne, moi je le coupe quand par exemple un auditeur appelle et dérape, immédiatement je coupe. J'ai été même attaqué par un auditeur qui disait que c'était terrible. Il m'a appelé de tous les, il m'a taxé de tous les noms d'Israël, parce que tout simplement je le coupe, parce que je n'accepterai jamais qu'un auditeur, par exemple, appelle et fait, par exemple, l'apologie d'un parti politique. Ça, c'est interdit, c'est les normal. Et merci Maodo Faye, bienvenue Oumar Sekiaï, vous êtes fondateur de Oxygène, radio communautaire, implanté dans la banlieue de Dakar. Avez-vous l'impression que les animateurs de ces émissions interactives jouent véritablement le rôle? Non, parce que l'animateur est un peu, pour ne pas dire, très passif. Donc, il y a un manque de contrôle d'intervention. C'est vrai qu'on peut laisser les gens s'exprimer, mais comme on dit le mot animateur, si on revient à l'étymologie du mot animateur, animateur c'est quelqu'un qui donne vie, qui oriente, qui assure quelque chose. Mais ces derniers vous répondent aussi que Wartakhalat, c'est un point de vue. Il ne faut pas forcément orienter. Le problème qui se pose, est-ce que on laisse les gens s'exprimer parce qu'ils ont besoin d'entendre l'opinion des gens, ou bien parce que le serveur fait entrer de l'argent? Bon, on peut regarder les choses comme ça. C'est une interrogation, hein, je ne fais pas de parti pris. L'autre chose, si l'animateur dit je ne peux rien faire, maintenant c'est quoi son rôle? L'animateur doit trouver le moyen d'articuler, d'orienter, de recadrer. Et puis si les gens appellent pour dire n'importe quoi, mieux vaut qu'ils n'appellent pas et trouver d'autres formes. Donc moi je pense que l'animateur ne doit pas démissionner en disant je ne peux rien faire si on constate que ça ne va pas. Et qu'on dise je ne peux rien faire, il y a une responsabilité. Donc ça veut dire qu'on n'a pas la capacité d'animer l'émission. On n'a qu'à aller faire autre chose. Merci à tous les deux. Critique Média, c'est fini. Rendez-vous est pris pour vendredi prochain. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. L'alcool et la drogue, comment faire face à ces deux fléaux qui gangrènent la jeunesse sénégalaise?
Vous aurez la parole dans Point de vue. Rebonjour Malal Junior Diagne. Rebonjour Antoine. Jeux africains en ouverture de la page des sports. Les Lions du handball et du basket visent la qualification au second tour. C'est donc après l'échec des Lions, toutes disciplines confondues hier, une journée sans médaille pour la délégation sénégalaise. Les Lions et les Lions du handball vont jouer aujourd'hui pour tenter donc de gagner et de se qualifier pour le second tour. Ce sera pareil pour l'équipe nationale de basketball qui, après avoir battu largement avant-hier l'équipe du Gabon, va jouer contre Algérie. Objectif pour les filles de Moustapha Gueye, confirmer la bonne entrée en matière pour passer de ce match au deuxième tour du côté de handball. Le directeur technique national Yougo Dieng pense que les équipes sénégalaises ont largement le potentiel pour se qualifier et même remporter le tournoi. Yougo Dieng, que nous écoutons. Les chances du Sénégal restent intactes. Nous avons deux équipes qui ont l'habitude, les poules sur lesquelles nous sommes tombés nous donnent une ouverture pour pouvoir d'abord nous qualifier au second tour avant d'aller donc au quart de finale. J'ai véritablement beaucoup d'espoir par rapport à ces équipes du point de vue technique comme du point de vue aussi de la préparation. Je pense réellement qu'il est tout à fait possible, surtout pour les garçons déjà qui sont dans une poule où il n'y a que deux équipes maintenant et les deux équipes vont se qualifier pour le quart. Maintenant il s'agit de déterminer quelle est l'équipe qui sera première ou pas. Pour les filles aussi pratiquement, bon c'est trois équipes, elles ont la chance au Mali, donc le Cameroun. Le Cameroun que nous avons suivi hier et qui a fait une bonne prestation face au Mali. Mais n'oublions pas que le Mali, nous l'avions battu et pratiquement éliminé lors des phases de zone de ACF. Et nous espérons réellement pouvoir nous qualifier pour en tout cas le second phase. Parce que vous savez, ce genre de compétition, c'est des compétitions où tout se joue au jour le jour. Parce que tout peut changer, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Donc il faudra être très concentré pour pouvoir quand même nous en sortir. En tout cas, nous pensons réellement que nous avons des chances de pouvoir nous qualifier. D'abord pour le quart, tant au niveau des garçons qu'au niveau des filles. Et maintenant, le reste, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour nous qualifier en tout cas en demi-finale et après en finale. Pour rappel donc, les Lions vont jouer contre la Libye, le Cameroun. Dans la même poule n'est pas venu, donc le Cameroun est forfait. Basket au niveau local, on joue les demi-finales aller des playoffs chez les garçons. Ce samedi à Marius Ndiaye à 17h, le Dakar University Club croise l'ESPA, l'équipe des militaires, mercredi 16 septembre en Bourg contre Université Gaston Berger. La suite de ces demi-finales retour est prévue donc les 19 et 20 du même mois, Antoine. CHAN 2016, les Lions locaux affrontent la Mauritanie ce dimanche. C'est un amical, l'équipe nationale locale se prépare à jouer sa deuxième sortie dans cette course à la qualification pour les CHAN 2016. Les Lions locaux qui vont jouer contre l'équipe de la Guinée-Conakry au mois d'octobre prochain vont s'entraîner et réciter leur gamme avant le choc. Pour leur entraîneur Moustapha Seck, c'est l'occasion d'intégrer les nouveaux joueurs qui ont rejoint cette sélection. Moustapha Seck est avec RFM. Après le départ de certains joueurs, il a joué les deux matchs contre la Gambie. Je pense que donc, il fallait parler au public préféré et amener encore d'autres joueurs pour les remplacer poste pour poste. Je pense que dans ce groupe-là, il y a encore des jeunes, certains qui viennent de tenir le première sélection. Ce serait une très bonne chose quand même qui se sortent à d'autres sélections nationales, ce qui va leur permettre quand même d'embrasser un peu plus d'expérience parce que ce qui se fait actuellement au niveau international, il y a un panier, donc c'est les matchs d'un grand supérieur. Il faut déjà présent les mettre dans le panier pour qu'ils puissent s'imprimer le maximum possible. Parce que toute cette préparation, c'est en vue du match contre la Guinée, prévu à mi-octobre. Moustapha Seck a noté également la rencontre entre le président de l'AS Pikine, Moudou Fall, et les journalistes. Rencontre prévue aujourd'hui à 17h à la maison communale de Pikine. Le président de Pikine a invité les journalistes à une conférence de presse. Football en Europe, pour boucler cette page des sports, c'est la reprise des championnats. Après les dates FIFA en France, on va jouer la 5e journée avec en tête d'affiche le Paris Saint-Germain qui domine de la tête aux pieds ce championnat français qui reçoit donc l'équipe de Bordeaux. Mais du côté parisien, le Suédois Zlatan Ibrahimovic et le joueur argentin Javier Pastore ne seront pas de la partie alors que l'Argentin Ángel Di María sera bel et bien donc sur la liste pour affronter l'équipe de Henri Saivet. On note également en Espagne le début de la 3e journée de la Liga avec Levante qui reçoit FC Séville. Et enfin en Allemagne, début du 4e tour de la Bundesliga, l'équipe de Borussia Mönchengladbach joue contre Hambourg. Merci Malal Junior Diagne.